Bienvenue dans Conversation avec, le podcast où nous explorons les idées, les engagements et les parcours qui façonnent notre société. Je suis Gina Nzengue et aujourd'hui nous mettons en lumière un sujet souvent idéalisé mais rarement abordé sans filtre, l'entrepreneuriat au Gabon. Au-delà des discours motivants et des récits de success story, il existe une autre réalité, celle des entrepreneurs qui se heurtent à des barrières invisibles, à un environnement économique incertain et à un système parfois hostile à l'innovation. Pour les femmes, ces défis se transforment souvent en combats supplémentaires contre des préjugés ancrés, un accès limité aux opportunités et un manque criant de soutien institutionnel. Pourtant, certains entrepreneurs parviennent à briser ces codes et à redéfinir les règles du jeu. C'est le cas de Grace Manuela Ngoa, céréale entrepreneur et figure incontournable de l'écosystème entrepreneurial gabonais. Son parcours n'est pas seulement une succession de réussites, mais une véritable leçon de résilience, d'adaptation et de détermination, dans un environnement où la persévérance ne suffit pas toujours. Dans cet épisode, elle partage son expérience, son détour, et répond à des questions souvent éludées. Pourquoi tant d'initiatives entrepreneuriales échouent-elles au Gabon? Quels sont les défis uniques auxquels les femmes entrepreneurs doivent encore faire face aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut réellement pour bâtir un projet solide quand le système semble jouer contre vous? Cet épisode est à retrouver sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Parce qu'au-delà des réussites visibles, il y a des sacrifices invisibles, les échecs formatifs et des choix difficiles, et parce que parfois une conversation honnête vaut mieux que des discours motivants. Bienvenue dans Conversation avec. Alors Grace, première question, j'avais hâte de te recevoir dans le podcast. Je pense que de tous les épisodes, c'est la première fois que j'ai dit ça. Ok. Alors première question, lorsque tu as lancé tes entreprises, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Est-ce que c'était les opportunités ou c'était les obstacles? Non, ce qui m'a le plus surpris, c'était de voir des jeunes qui avaient de la volonté, mais qui étaient déjà exclus par la société à cause des moyens et des situations économiques qui existaient déjà. C'est-à-dire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, je crée mes entreprises parce que j'ai besoin de venir en aide aux jeunes économiquement faibles. Alors, j'habitais à l'époque à la gare d'Ovando et puis à l'époque, je travaillais dans une société événementielle de la place et j'avais terminé à 4 heures du matin et pour aller chez moi, il fallait traverser les rails. Et là, je vois un groupe de jeunes garçons qui se rapprochent de moi et puis il y en a quand même un qui dit « Attendez ». Et donc, on a une conversation. Et puis, il me dit alors moi, j'ai juste besoin que vous me donniez ce qu'il y a dans votre sac, votre téléphone. Et puis, vous voyez, il suffit juste que je siffle. Donc, il siffle. Et quand il siffle, il y a plusieurs autres jeunes qui sortent de partout. Et là, on a une conversation. Je leur dis j'ai juste besoin de ma SIM card. Et après, on peut faire un deal. J'ai 50 000 dans mon sac. C'est vraiment ce que j'ai. Je vous donne les 50 000 et puis... parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est vous qui allez demain venir me chercher ici, parce que moi, je travaille comme ça tout le temps. Et moi, je vous promets de vous donner des téléphones à chaque fois que j'aurai des marchés ou des commissions. Et il s'appelait Terence, paix à son âme, il est décédé. Et là, on a une conversation avec Terence qui me raccompagne devant chez moi et qui me dit qu'en fait, moi, je fais pas ça parce que j'ai envie de le faire. Je le fais parce que moi, j'ai un papa qui travaille, mais qui a abandonné ma mère et qui vient juste faire des enfants. Et puis nous, on vit de l'autre côté là-bas. Et quand il pleut, je dois nourrir ma mère et mes frères. Et au sortir de là, je me suis dit comment je pouvais aider ces jeunes. À l'époque, j'étais nouvelle maman. Comment je vais les accompagner. Et puis, à l'époque, l'ambassadrice, voilà, ça... En fait, je souris parce qu'on a une conversation tout à l'heure, toi et moi. L'ambassadrice des États-Unis me dit, lors d'une de nos conversations, me dit à l'époque, elle me dit « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» J'ai dit « Je vais être entrepreneur social. » Et puis, elle sourit. Et elle me dit « Pour aider les autres, il faut se faire de l'argent parce qu'on n'entend pas un pauvre. » Et cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. On n'entend pas un pauvre. Et en étant fille de pasteur, en parcourant la Bible, je me rends compte que même dans le livre des Proverbes, on nous dit « La sagesse du pauvre n'est pas entendue ». Donc, il fallait que je réfléchisse à comment créer un écosystème qui pouvait m'aider parce que justement, le système, c'est pas facile. Donc, il fallait que je réfléchisse à comment créer un écosystème qui pouvait me permettre d'aider ces jeunes, m'autofinancer pour certains événements. Et nous ne pouvons pas tous les envoyer à l'école. Il fallait que moi, je me forme. Donc, pour que je me forme, vous connaissez le coût de la formation et de la bonne formation. Il fallait que j'ai de l'argent. Donc, j'ai décidé de créer les entreprises que vous connaissez et celles dont je ne parle pas très souvent. Et en gros, c'est de là où j'ai su que le véritable problème pour une femme entrepreneur comme moi qui
qui est né pour vivre pour les autres, c'est de rencontrer ces jeunes qui sont des fois exclus, pas parce qu'ils ont voulu, mais parce que tout simplement, une maman n'a pas pu se rendre à l'hôpital et avoir un certificat de naissance ou avoir un acte de naissance, ou un papa a décidé de ne pas payer l'hôpital. Donc, il y en a plein comme ça. Et c'est ça qui m'attriste un peu. Te motive, et c'est de là que tout est parti. Et voilà. Et c'est un braquage. Voilà. C'est transformé en... J'ai jamais appelé ça un braquage. Je dis, je crois pas au hasard, je crois à la grâce. Je crois que s'il y avait pas eu cette rencontre, ben, vous n'aurez pas eu la grâce Engwan que vous venez de découvrir, en fait. Du coup, tu commences à monter tes entreprises, on l'a bien entendu. On n'entend pas un pauvre. Tu montes tes entreprises histoire de te faire de l'argent. Aujourd'hui, au regard de ton expertise, qu'est-ce que tu dirais au Gabon, si on met de côté le manque de financement, quels sont les vrais freins à l'entrepreneuriat au Gabon? Ben, le premier frein, c'est d'être une femme. C'est d'être une belle femme, parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où j'ai dû refuser des promotions canapé parce que j'avais des valeurs et parce que je savais clairement où j'allais. J'avais une vision claire et précise, et j'avais compris que j'avais pas besoin de passer par là. Donc, l'un des plus gros freins, c'est d'être une femme intelligente qui sait ce qu'elle veut. Et quand c'est comme ça, ben, écoutez, vous êtes plus ou moins combattus. D'abord par les hommes et par les femmes elles-mêmes. Parce que là, c'est important de vous le dire. Ben, les femmes, c'est-à-dire les femmes, elles draguent les femmes, ou les femmes, elles combattent les femmes? Elles combattent les femmes parce que déjà, je sais pas si on essaye d'ailleurs avec toi, c'est qu'on a un gros problème. Je crois qu'aujourd'hui, je le dis souvent, même lors de mes formations, malheureusement, on a 80% de femmes qui sont en dépression sans s'en rendre compte. Et le simple fait qu'une femme soit maquillée peut poser des problèmes, même pour un marché. Il suffit juste que vous arrivez. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire, si vous me suivez depuis un moment, je suis pas maquillée, j'ai un foulard. Ça plaît à tout le monde. Elle est tombée en faillite. C'est aussi une stratégie de communication. C'est pour montrer à la jeune fille que, ben, écoutez, je suis pas tous les jours maquillée. Si moi, j'ai réussi, pour arriver là. Donc, il y a plusieurs marchés que je n'ai pas eu parce qu'il y avait une femme à la tête de la direction qui estimait que j'avais déjà trop. Je vais le dire vraiment en toute humilité. J'ai déjà représenté une menace. J'ai une grosse voiture. Je ne sais pas si c'est de la menace. Je vais peut-être parler d'ego. Parce que je ne sais pas si je dois le dire ainsi, mais on a l'impression qu'il y a trop de préjugés liés aux apparences. Et je crois qu'il est important d'aller vers la personne pour finalement la découvrir et savoir qu'au final, le travail que nous faisons, il y a plusieurs types de communication, dont notamment la communication silencieuse, qui est quelque chose de très important, surtout quand on aspire à devenir quelqu'un. On ne peut pas être une femme d'affaires qui désire être une femme d'affaires à succès et qui va aller rencontrer un client en débrayé. Parce que comme on le dit, c'est pas moi qui l'a créé, la célèbre citation, ton attitude détermine ton attitude, et les Américains disent fais-le, imagine-le jusqu'à ce que tu puisses arriver. Et je crois que si on s'imagine dans sa tête qu'on est une boss lady et qu'on le fait tout le temps, au final, on finit par devenir une boss lady. Parce qu'on a tellement pensé à ça que on médite sur ça et puis vous avez la grâce et moi que vous avez, parce que je me suis toujours prise au sérieux. Et donc, c'est l'un des gros problèmes que nous rencontrons. Donc, la femme elle-même en premier, et les hommes qui n'ont pas compris qu'au final, on n'a pas besoin d'avoir une femme juste parce qu'il faut qu'elle signe un contrat. Bah, du coup, si on suit ta logique, être une femme, c'est problématique. Bon, c'est un des problèmes, même si c'est pas un problème insurmontable. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses que c'est encore possible de réussir au Gabon sans piston ni connexion, quand on sait que parfois, les réseaux comptent même beaucoup plus que les financements que l'on peut avoir? Mais après, vous venez de répondre vous-même à la question. D'ailleurs, là, je suis passée au vous parce que la question me ramène à te vous voyez. Tu as donné la réponse, le réseau. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est pour ça que je parle beaucoup de formation et c'est pour ça que je donne beaucoup de formation aux gens. Je crois que tout à l'heure, je te parlais de l'intelligence relationnelle. J'ai compris à mes dépens que ma plus grosse richesse, ce sont mes relations, mais c'est pas l'argent que j'ai dans mon compte ou dans mes poches. Au final, oui, on peut réussir. On est les plus bels exemples. Nous sommes des enfants de parents qui ont un statut de Gabonais normal. Moi, j'aime toujours dire aux gens, je ne porte ni le nom de mon père ni le nom de ma mère. Donc, ça veut dire que si vous cherchez le nom de mon père ou de ma mère au travers de moi, en fait, vous n'allez jamais les avoir. Donc, la seule grâce Manuela Engwan dans ma famille, c'est moi la seule Engwan.
Et d'ailleurs, pour le perpétuer, mes derniers enfants, je les ai donné exclusivement mon nom pour que si jamais un jour je pars, au moins cet ingouement va rester. Donc en fait, oui, je me suis fait un nom par le travail parce que je suis convaincue que le travail paye toujours et que quand on a tissé des bonnes relations, parce que c'est important d'être au bon endroit avec les bonnes personnes et de suivre les bonnes personnes et de les entendre, on peut effectivement réussir. Oui, on peut réussir avec le travail et un bon réseau. Et c'est encore possible au Gabon. Tu l'as dit, tu as vite compris que ce qu'il te fallait, c'était la formation. Et tu allais te former et tu es rentré et ensuite tu as lancé tes business. Récemment aussi, et d'ailleurs tu es toujours dans cette initiative, tu inities depuis plusieurs années des formations adressées aux femmes. Question extrêmement sincère, comme toutes celles que je venais de poser avant d'ailleurs. Les programmes d'accompagnement des femmes que nous avons au Gabon, les programmes d'accompagnement de femmes entrepreneurs, est-ce que ça fait véritablement la différence dans leur vie ou c'est vraiment des événements symboliques, histoire de mettre de la peinture et de dire qu'on a fait quelque chose? J'ai aimé le commencement de façon sincère. Je fais rien qui ne soit sincère. Alors, je suis nouvelle maman, ma fille a 4 mois et à 2 mois, j'étais déjà en train de former des femmes avec une césarienne et avec une hémorragie. Donc, ça veut dire que normalement, je devais ne pas être en train de travailler, ne pas être debout et active pour m'occuper de mon bébé. Mais j'ai compris qu'il fallait devenir le modèle de ces femmes qui ne croient pas que au Gabon, en fait, une Gabonaise peut réussir, peut exceller par le travail, peut être maman, peut être copine, peut être sœur, peut être la pote et avoir du temps pour elle et puis réussir. Alors la question c'était est-ce que c'est pas vous pouvez me la répéter, est-ce que c'est pas Est-ce que les formations que l'on fait aux femmes, est-ce qu'il y a véritablement un résultat? Est-ce que ça marche véritablement ou c'est vraiment des formations que l'on fait Alors c'est bien dommage que tu sois pas venu dimanche parce que alors ce que tu dois Je savoir serai là le prochain dimanche. voilà même dans le monde des gouvernements actuels, il y a des personnes qui sont passées par les formations de Grace Manuela Ingwa. J'ai coaché des membres de gouvernement, j'ai coaché des personnes qui sont devenues des journalistes, qui sont venues une seule fois à une formation. J'ai coaché des jeunes qui ont commencé en étant des hôtesses qui aujourd'hui, d'ailleurs c'était le témoignage de ce dimanche, il y avait une qui a commencé, elle était mon hôtesse en 2017 pour une conférence financière. Et aujourd'hui, elle est la propriétaire de 2 magnifiques entreprises, Jennifer Blessing. Je crois que vous devez la suivre sur les réseaux sociaux. Et elle a fait ce témoignage. Et après, on a le délégué spécial, Madame Eliane Frida Midungani, qui a été déléguée spéciale, qui était à l'époque, aujourd'hui on appelle ça déléguée spéciale, qui était maire de Nzarion depuis 14 ans. Et puis qui est rentrée en phase presque de dépression due à une perte législative. Et qui est venue assister à Gabon Fly Woman Entrepreneurship, où elle a entendu ce qu'il fallait. Aujourd'hui, elle est déléguée spéciale. Elle également, elle a fait le témoignage. Le tout n'est pas de les former. Le tout, c'est de les suivre après la formation. Et je suis pour celle-là qui dit, on n'est pas obligé de tout montrer sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas du social pour attirer le buzz, mais je le fais parce que je le sens. Et c'est pour ça que je parle de sincérité. Moi, aujourd'hui, voir les autres, je dis souvent à mes collaborateurs, ma plus grande réussite, c'est de voir des personnes qui sont passées par nous et qui, aujourd'hui, on les voit placées sur des chaînes télévisées, dans des magazines. En fait, je retrouve un peu de moi là-dedans. Donc, oui, il y en a qui réussissent et c'est pas... Et ça marche. Et ça marche. Et il y a des fruits, en fait. Elles atteignent des chiffres d'affaires. L'année dernière, le thème du Business Talk, c'était comment atteindre un chiffre d'affaires en millions de CFA. Et cette année, ces personnes qui ont participé sont revenues et nous ont fait des témoignages. Elles ont atteint des chiffres d'affaires en millions de CFA, ce qui ne se faisait pas avant au Gabon. C'est quand même 50 femmes qui ont été formées l'année dernière. Et cette année, on a eu 300 participantes, plus les 50 de l'année dernière. Wow. Donc, ça veut dire que si elles viennent, c'est qu'elles se retrouvent et ça a apporté Elles en tirent quelque chose, oui. Voilà. Clairement. Bah, tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu disais c'est très difficile quand on est entrepreneur, encore plus un petit peu quand on est une femme. Je résume ce que tu as dit. Et j'ai envie de te demander, on est passé très vite là-dessus, comment toi tu réponds à ces attitudes sexistes vis-à-vis de toi ou des stéréotypes aussi que d'autres femmes pourraient avoir une fois qu'elles te voient par exemple rentrer dans un bureau. Tu parlais de tes expériences. Comment tu réponds à ça? Quelle est la réponse appropriée à donner à ça? J'ai envie de rire parce que déjà ce qu'il faut savoir c'est que je me suis jamais... En fait, moi, j'ai fait l'inverse. J'aime beaucoup lire et j'avais compris très rapidement que pour que je sois chef d'entreprise, il fallait que je connaisse les codes avant de me lancer, très vite. Et la particularité que moi j'ai, c'est que mon père, je ne parle pas très souvent de mon père parce que je veux pas qu'on mette une image. Mon père est homme d'affaires.
Mon père était propriétaire de 19 stations d'essence. Le pont Nomba que vous connaissez, écoutez, le pont Nomba, c'était pour mon père. On avait 98 pirogues, des machines à glace, donc les machines à paillettes. C'est mon père qui était le premier à les installer au Gabon, concessionnaire de voitures, à Libreville et à Port-Gentil. Et très vite, je partais de l'école et puis je devais gérer la station d'Épi. Vous voyez, c'était la station de mon père en uniforme. Donc très vite, j'ai appris à être un manager. Très vite, j'ai appris à ne pas répondre des bruits de couloir parce que j'étais la fille du boss et que des fois, j'entendais des personnes parler de mon père et qui me disaient qu'écoute, quand tu deviendras une personne, voilà ce qu'on dira. Donc très vite, j'ai eu la formation qu'il fallait parce que mon père n'a que des filles. On est 8 filles. D'accord. Alors dites-vous que vous êtes 8 filles avec un papa qui est homme d'affaires très carré, très pointu, avec des valeurs. Et pour conclure, il a fini pasteur. Donc, j'ai dû entendre forcément des choses à ces moments-là. Et en voyant ce que mon père traversait, j'ai compris qu'il fallait que je me forme parce que ça, je ne parle pas très souvent de ça. Mais je suis coach certifiée en développement personnel John Maxwell. Donc, j'ai appris d'abord à me connaître. Voilà, parce que c'est important de se connaître. Et j'ai appris qu'on ne répond pas à tout. Et la meilleure réponse, c'est la réussite, c'est-à-dire le travail. J'ai pas envie de vous dire que la réussite, c'est forcément réussir tous les jours, parce que l'entrepreneuriat, ça monte, ça descend. Et alors, on y arrive, on va parler des péchés. Voilà. Et donc, du coup, j'ai appris très vite par mes formations et par mon plus bel exemple, mon père. J'adore mon père, d'ailleurs, hommage à lui. J'ai appris par mon père qu'on ne répondait pas à tout et il m'a très vite appris à lire le livre de la sagesse, donc le livre des proverbes. D'accord. Où j'ai compris qu'il y a des réponses qu'on ne donne pas et le temps tout seul donne ses réponses. D'accord. Comme on dit, travail et ta réussite s'occupera du reste. Exactement. Une citation comme ça. C'est exactement ça. Là, oui, ta réussite fera le bruit pour toi, quelque chose dans ce sens. Alors, selon toi, grâce avec toute cette expérience et puis surtout tout cet état d'esprit vraiment très clair sur l'entrepreneuriat, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux atteindre. Aujourd'hui, quand tu regardes, c'est la question que je vais te poser. Selon toi, pourquoi alors il y a autant de jeunes Gabonais qui échouent dans l'entrepreneuriat? Tu les côtoies, tu les formes, parlant des femmes essentiellement. Pourquoi, selon toi, elles échouent? Elles échouent parce que, par exemple, quand Gina va à une conférence, elle estime que son enfant doit rester à la maison pendant qu'elle part acquérir la connaissance. Vous allez faire la différence avec la Ouest-Africaine qui envoie son enfant à l'école et qui, quand elle finit, elle vient se mettre derrière la caisse, qui a un contact très rapide avec l'argent et qui met en pratique, en fait, le travail pour lequel, en fait, je dis toujours, le legacy, c'est l'héritage de ses parents. Et du coup, très familier à ça, elle apprend, donc elle est dans l'entrepreneuriat, elle est dans le métier qu'elle a obligation, peut-être pas de faire plus tard, mais dont elle acquiert déjà par l'héritage de ses parents. Et au final, vous allez voir qu'on a des entrepreneurs à succès très rapidement en Afrique de l'Ouest qu'on n'aura pas en Afrique centrale. Parce qu'on a appris à nos enfants la culture de la bureaucratie, c'est-à-dire les autres vont travailler pour vous et vous restez derrière le bureau, vous faites les entrepreneurs français, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Et d'ailleurs, même quand vous demandez à quelqu'un de venir se former, vous lui demandez d'avoir ne fût-ce que 10 000 pour payer une formation, je dis bien 10 000, ça devient un obstacle parce que la personne vous dit qu'elle n'a pas les moyens de se payer ça. Mais elle pourra prendre du temps. D'ailleurs, elle va perdre du temps, elle va venir en retard parce que pour elle, elle estime qu'elle ne peut pas venir si elle n'est pas maquillée, si elle ne sait pas coiffer, si elle n'a pas la tenue adéquate. Donc, si on calcule le maquillage, le plus basique, il a 5 000. Le médium, il a 10 000. Le full, il a 25 000. Mais si vous demandez là, je parle vraiment du contexte gabonais, à une sœur gabonaise de venir à une formation animée par Gina à 25 000, elle vous dira qu'elle ne peut pas payer les 25 000. Mais si vous lui demandez d'aller à une soirée, elle va dépenser 25 000 pour un maquillage qui va faire peut-être une demi-journée et qui va couler. Oui. Donc pour moi, je dis souvent... Les priorités, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'abord comme objectif? C'est pour ça, lors de la formation, cette année, j'ai tenu personnellement à commencer par le Vision Board parce que la vie nous enseigne tout. Ce que vous devez savoir, c'est que vous ne pouvez pas conduire un véhicule si vous n'allez pas à l'auto-école et si vous ne maîtrisez pas le code de la route. Vous ne pouvez pas monter dans un avion si vous ne connaissez pas la trajectoire. C'est-à-dire, quand vous êtes dans l'avion, on vous montre à quel niveau vous êtes, à quelle altitude. C'est pour ça que vous vous sentez rassuré. Le pilote ne peut pas conduire un avion s'il ne sait pas comment il nous emmène. Alors, vous ne pouvez pas aspirer à devenir un entrepreneur à succès si vous ne connaissez même pas les codes de l'entrepreneuriat.
Et pour connaître les codes de l'entrepreneuriat, on ne se lève pas du jour au lendemain parce que on a eu une discussion comme ça tout dernièrement avec une dame et je lui disais qu'aujourd'hui, j'ai du mal à dire aux gens que je suis entrepreneur. Je préfère dire que je suis gérante parce que j'ai l'impression que l'entrepreneuriat est devenu un slogan. Bah oui, Voilà. c'est un buzz, c'était tendance. Voilà, c'est devenu un slogan et pour moi, on dit un échec, voilà, l'un des échecs de l'entrepreneuriat, c'est que personne ne prend l'entrepreneuriat au premier degré. Tout le monde fait l'entrepreneuriat parce que c'est du buzz. Et on est subventionné des fois, donc on se lève. Parce que moi, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que je ne vis que par l'entrepreneuriat. Et je tiens à le dire pour la première fois en live. Même l'homme qui m'a rencontré, il m'a rencontré parce qu'en fait, il a eu en face de lui une femme. C'était le travail qui avait un certain niveau. Parce que moi, mon père, il me disait toujours, tu sais, Grâce, arrête de courir, ne cours pas derrière les hommes. Parce qu'à un certain niveau, c'est toi qui vas choisir l'homme avec lequel tu voudras. Donc, sois excellente dans tout ce que tu fais parce que même dans ton domaine, il viendra à toi parce que tu seras excellente. Donc, je vais corriger cette phrase où on dit toujours elle est la femme d'eux. Et puis, j'aime bien parce qu'on m'appelle la femme des ministres. Donc, ça veut dire qu'au final, j'ai cette posture d'épouse de ministre. Donc, c'est une manière de dire, je mettais cette petite capsule pour dire que il est très important pour une femme de comprendre que pour qu'elles deviennent un vrai entrepreneur et même pour leurs enfants, tout s'apprend dès le bas âge. C'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire, on va me prendre l'exemple de qui, je vais vous dire, Tommy Melou, on va me donner. C'est des personnes, quand vous regardez, il y avait un parent entrepreneur. Il y avait d'abord une base. Il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose. Un historique, Voilà, storytelling qui a créé le déclic. Même quand on part de zéro, c'est parti de quelque chose ou de quelque chose qu'on a vu d'abord à la maison. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'on réussisse. Donc, si on suit ça, c'est qu'on ne va pas avoir de vrais entrepreneurs. Hein? Pourquoi? Parce que si on suit la logique et qu'on n'a pas de background, enfin, ma mère, disons, si on prend l'exemple de ma mère, quoique c'est pas le bon exemple, ma mère vendait au marché, j'étais avec elle. Bon, supposons qu'on ait eu des parents bureaucrates et qu'après on a envie d'être entrepreneur. Si on suit la logique et qu'on n'a pas cette expertise, alors, ça voudrait dire peut-être qu'on va pas réussir. Alors, ce que j'ai envie de dire, moi, j'ai pas eu de parents bureaucrates, heureusement. Parce que ma mère, elle était comptable et en même temps, elle faisait le chocolat à la maison. Ah, d'accord. Voilà, c'est-à-dire pour payer nos études, ma mère faisait des croquettes, elle faisait le chocolat, elle faisait les crêpes, elle pilait les feuilles de manioc, elle allait elle-même au volant de sa voiture au mondial, un grand risque. Elle faisait aller-retour acheter des draps et elle revenait. Je dis, il y a eu un apprentissage. Vous pouvez avoir des parents bureaucrates, c'est la manière à laquelle, vous savez, on peut créer de l'entrepreneuriat même en voyant son père se lever le matin. Il peut, par exemple, avoir un problème pour transporter son sac, trouver une solution en regardant juste l'attitude de son père. Pourquoi mon père, par exemple, le matin, il a du mal à porter son sac? Qu'est-ce que je peux créer? Au final, en fait, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est en ayant un modèle ou en suivant des personnes qu'on finit par véritablement être entrepreneur. Ce que vous allez comprendre, c'est que même si vous partez l'exemple de votre maman, à la fin de la journée, tout le monde est entrepreneur. Je le dis toujours. Je dis tout le monde est entrepreneur. La première entrepreneur, c'est la femme dans sa maison. La première entrepreneur, c'est la femme dans sa maison parce qu'en fait, elle doit vendre plusieurs services. Elle doit satisfaire son mari. Excusez-moi de l'expression vendre. Elle doit satisfaire ses enfants. Elle doit gérer le personnel. Il y a plein de trucs autour de la femme qui nous ramènent à l'entrepreneuriat et je le dis souvent lors de mes formations. Et quand une maman a bien géré son entreprise qui est le foyer, croyez-moi, vous allez créer des entrepreneurs à succès. Pour moi, en fait, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est que, j'insiste là-dessus, toutes les personnes qui se sont levées du jour au lendemain et qui ont entrepris sans formation ou sans avoir un modèle, que ce soit pas forcément dans la maison, que ce soit autour de nous, dans notre entourage, qui n'a pas vu quelqu'un, ils se sont toujours plantés. Ils ont, soit la première année, je suis l'exemple, j'avais mon père, et encore, j'ai envie de le dire, encore, il y a 11 mois, j'ai dû fermer mes entreprises parce que on y arrive parce que maintenant, quand on entend parler, et d'ailleurs, l'introduction que j'ai faite, les personnes qui vont écouter le podcast et qui vont le suivre sur YouTube vont se dire, ah, mais Grâce, elle a jamais rien raté, quoi. Elle a jamais échoué. Et du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que toi, tu as déjà échoué dans ton expérience entrepreneuriale? Quel a été ton plus gros échec? Ouf!
Alors, ce qui est bien, c'est qu'Internet, rien ne se perd. Ma première entreprise, c'était Waris Fashion, fermée. Deuxième entreprise, Waroom, fermée. Troisième entreprise, Angel Blessing, fermée. Quatrième entreprise, alors je vais devoir le dire ici, une ACI fermée. Et puis après, il fallait, parce que justement, j'avais pas la bonne formation, il a fallu que je définisse exactement où je voulais aller. C'est très important. C'est-à-dire, au départ, on se lance comme ça, et puis on se dit, on peut tout faire. Je pense que tout le monde a fait ça. Dès que Gina fait ça, moi, je peux faire ça. Dès que tel fait ça, moi, je peux faire ça. Alors là, je me suis plantée, je continue de me planter, j'apprends tous les jours, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me forme. Pas plus tard qu'il y a 11 mois, parce qu'on a fait le choix de participer à une aventure. On a été plus ou moins lynchés par des femmes et des entrepreneurs d'ailleurs qu'on accompagnait. Et parce que je crois qu'à ce moment, j'avais pas compris c'était quoi justement être une personnalité publique. J'ai laissé jouer mes émotions et j'ai dû fermer mes entreprises parce que j'avais en fait le regard de que dira. En fait, au final, en fait, la Grace et moi que je vendais, c'est pas celle que je suis. Et j'ai dû tout entendre, justement, parce que à ce moment, on m'a catalogué de ce que vous pouvez imaginer. Et j'ai dû fermer mes entreprises. Et cette expérience m'a permis d'apprendre. Et j'ai compris qu'au final, tous les jours, je peux pas tout développer ici. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a la face cachée de l'iceberg, mais ce sont ces échecs en réalité qui nous permettent, nous, en tant qu'entrepreneurs, de nous relever. Et comme on le dit chez Dafresh, il faut qu'on innove, qui nous permette d'innover. Alors, c'est bien qu'on parle de l'échec, que tu parles de ce que tu as vécu après tous ces échecs. Toi qui rencontres ces femmes tous les jours, est-ce que tu penses que l'échec est valorisé comme une étape d'apprentissage au Gabon? Parce que l'échec, chez nous, c'est la honte. Ben, c'est la honte parce que c'est ce qu'on nous a appris. C'est pas chez nous, en milieu francophone. Chez les anglophones, on célèbre les échecs. Parce qu'au final, un échec est une leçon bien apprise. Parce qu'en fait, on l'a vécu en pratique et on n'est pas passé en théorie. Donc en fait, pour moi, c'est mieux de vivre une pratique et ça nous permet de savoir comment rebondir pour la prochaine fois. D'accord. Et je suis convaincue aujourd'hui que beaucoup de personnes, je vous assure, et je pense que peut-être toi également, ont compris qu'il fallait qu'on passe par des échecs pour devenir les meilleures versions de nous, en fait. Clairement. Voilà, donc pour moi, il est important de passer par des échecs pour justement devenir la Grace Engouan qui passe sur le podcast. Gérer une entreprise ou même gérer une maison, hein, c'est un stress quotidien, c'est une pression sans nom. Toi, tu en as plusieurs. Tu as une vie de famille, tu viens de le dire, tu as une vie de famille, tu as un bébé qui est né il y a pas longtemps, tu as plusieurs entreprises. Comment tu gères la pression et le stress quotidien? Parce que parfois, les gens vont accuser la piètre qualité de leurs prestations. Ils vont coller ça à la pression qu'ils subissent ou au stress de tous les jours. Comment toi, tu fais pour vivre tout ça et toujours t'assurer de délivrer une qualité acceptable ou de bonne qualité? Je vais toujours parler d'abord de formation. Ensuite, pour moi, le cadre familial a joué beaucoup. Vous savez, je m'adresse également aux mamans parce qu'aujourd'hui, on est dans une logique où on se dit la femme est plus ou moins égale à l'homme. Mais j'aime dire à toutes les femmes qui m'écoutent, je suis d'abord une femme soumise et très respectueuse. La boss lady, elle s'arrête au bureau. Et cette question, tu l'as formulée d'une manière, mais à chaque fois que je suis dans un plateau de télé, la question qu'on me pose, Madame Engouan, comment vous arrivez à concilier vie professionnelle et vie familiale? Et hier encore, je disais à quelqu'un que je fais toujours les plats. Je fais la ménagère, je m'occupe de mon bébé, je m'excuse quand je suis en retard. Hier d'ailleurs, j'ai oublié ma fille qui est au ruban vert 3 heures de temps à l'école, elle était la dernière. Parce que j'étais dans une réunion et mon téléphone était à la guérite et j'ai pas pu répondre à l'appel du chauffeur qui me demandait s'il pouvait aller la chercher. Ce que vous devez savoir, c'est que tout est organisation. Tout est organisation. On nous l'apprend même déjà à l'école primaire, le fameux cahier de texte.
les horaires, comment on planifie, comment on arrange, à quelle heure on doit prendre la pause. C'est des choses qu'on néglige, mais en fait, on ne nous apprend pas pour rien. Même le dress code, on nous montre déjà depuis le banc de l'école primaire et secondaire que de lundi à mardi, on doit porter la chemise, mercredi le polo, vendredi et samedi le t-shirt. C'est une manière de nous dire qu'en administration, si tu vas dans une administration, tu dois être très bien habillé du lundi à mardi, mercredi. Tout est organisation. Alors, comment moi je gère le stress ? C'est fou, hein. Mes collaborateurs sont mes enfants. D'ailleurs, il y a un dans la pièce avec nous. Je leur dis souvent, chez notre entreprise, c'est la maison. Donc, j'ai pas de stress parce que je m'adresse à mes enfants. Et quand on s'adresse à ses enfants, on a naturellement le lead. Et quand un enfant connaît sa place dans la maison, il y a des choses qu'il ne va pas faire pour que sa mère soit contrariée. Et comme j'ai appris ces valeurs à mes enfants, qui sont mes collaborateurs, c'est très rare que je sois stressée. Très, très rare. Vous savez, pour la petite anecdote, quand je suis partie pour accoucher, j'ai dit à mes collaborateurs, on va fermer les entreprises, je crois qu'on a besoin de marquer une pause. J'ai trouvé des postes à certains, bien payés, mieux que moi. Je vais vous choquer. Ils ont fait une réunion où ils m'ont convoqué. Et la réunion, c'était pour dire, on vous attend, même si vous n'arrivez pas à nous payer. Dites-nous ce que vous pouvez nous donner, mais même si vous revenez dans 5 ans, on vous attend. Donc, très jeune. Voilà. Et ils sont vraiment loyaux. Voilà. Et c'est des jeunes. Il y a une qui a commencé par exemple à 18 ans. Et ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Et au fil du temps, j'ai compris que le stress, c'est nous-mêmes qui nous le mettons. La pression, c'est également nous-mêmes qui nous la donnons. Quand on aspire à être un entrepreneur à succès, l'une des clés, c'est la gestion de l'humain. J'ai toujours dit à tout le monde, si vous voulez que vos entreprises soient prospères, soyez le chef d'entreprise que vous aurez voulu avoir quand vous étiez un employé. Donc chez moi, le stress, il existe, mais ce ne sera pas le stress dû à mes rapports de travail avec mes collaborateurs, mais ce sera dû à une pression parce que j'aurai des challenges à relever ou parce que ce sera un nouveau marché. Mais très vite, parce que je me suis formée, je saurai comment le maîtriser. Et en ce qui concerne ma vie familiale, sachez une chose, Gina, je dis toujours à tout le monde, ayez le bon partenaire de vie et faites de vos enfants vos associés. Dites-leur comment, n'ayez pas honte en fait d'être des fois une mauvaise maman. Je disais ça encore aux femmes, il faut qu'on apprenne un peu à être égoïste et à expliquer à son partenaire de vie parce que quand on a un associé, moi j'appelle le mien mon associé, parce que quand il veut un peu crier, je dis mais associé, c'est notre histoire à nous deux. Qu'est-ce que tu... Au final, tu le prends par les sentiments. Voilà. Et là, le sourire revient. Donc au final, j'ai pas ce stress. Il m'arrive des fois d'être sur des chantiers comme là, par exemple, j'ai enchaîné, mon bébé a 4 mois. J'ai fait une semaine sans être à la maison. Donc, j'y vais juste pour allaiter. Des fois même, j'ai oublié que je dois allaiter. Donc ça, je le dis. Parce qu'il y a des mamans qui pensent qu'elles sont des mauvaises mamans parce qu'elles le font. Des fois, je suis tellement concentrée sur le boulot que j'oublie que je dois allaiter. Et puis là, il y a une voiture qui me dit, tu vas bien ? Oui, je suis là et il faut qu'on aille allaiter. Et c'est mon partenaire de vie qui est dans la voiture, qui a compris qu'il fallait qu'il vienne me chercher pour que j'aille allaiter un moment, me rafraîchir. Et puis revenir donner aux autres le meilleur de moi. Donc, tout dépend de comment on a créé son business plan également familial et son vision board. Parce que le vision board, c'est pas seulement sur la vie entrepreneuriale, mais le vision board aussi, c'est sur le plan familial et avec ses enfants. Donc, le stress, j'ai appris à le gérer en me formant. Je vais toujours insister là-dessus, c'est-à-dire la formation et la clé. C'est très important. Quand on a compris et qu'on a compris que... D'ailleurs, on se l'impose. Au fur et à mesure qu'on évolue, on a l'impression, et surtout quand on est comme moi qui retransmettant, j'aime pas donner le même contenu. Donc, et surtout que j'ai la même audience, parce que si vous arrivez à fidéliser 10 femmes cette semaine qui ramènent 10 autres femmes, si les 10 femmes qui étaient là la semaine dernière reviennent, elles ont le même contenu cette semaine, elles ne reviendront plus. Donc, pour que je ne puisse produire du nouveau contenu, il faut que je me forme. Et donc, pour me former, pour que je puisse donner, il faut que je me forme tout le temps. Et donc, mon discours, ce sera toujours, si j'arrive à gérer ce stress, c'est parce que je me forme, pas forcément en allant payer une formation, mais en voyant, par exemple, une Gina
D'accord. Voilà, donc la formation est la clé de tout. Je gère mon stress. Aujourd'hui, si on te demande, après toutes ces années d'expérience, il y a quelque chose que tu voudrais changer de l'environnement entrepreneurial gabonais, que tu connais très bien, qu'est-ce que ce serait? C'est la Désolée, je vais bien préciser la question. Si les gouvernants te demandaient, écoute, Grâce, on ne sait pas comment faire pour faire marcher l'entrepreneuriat au Gabon. Dis-nous, pour faire marcher l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on devrait changer? Arrêter de politiser l'entrepreneuriat, tout simplement, qu'ils arrêtent. En fait, qu'on laisse chacun faire son travail. Là, par exemple, je vais prendre un exemple. Quelqu'un est ministre, il est ministre de l'environnement, il arrive et puis il décide lui-même d'ouvrir une entreprise événementielle dans l'environnement. Comment on veut que l'entrepreneur gabonais puisse réussir? Qu'on arrête de tout politiser, et ça, je l'assume, je le dis souvent, il y a ça. Ensuite, là, par exemple, je profite à passer le message. Lors du Business Talk 2024, on a sollicité qu'on ait une banque de l'entrepreneuriat. En même temps, je regarde le chef de l'État qui est un papa. On avait dit qu'on allait l'appeler la banque de l'entrepreneuriat des jeunes. Et à ma grande surprise, c'est devenu la banque commerciale de l'entrepreneuriat. Donc, ça change un peu les choses. Donc, on arrête un peu de tout politiser en entrepreneuriat. Qu'on laisse les entrepreneurs être entrepreneurs. Dans d'autres pays, il y a des entrepreneurs qui accompagnent le politique. Et moi, j'aspire à être cet entrepreneur qui accompagne le politique. On a le cas au Nigeria pendant la Covid-19. On a Dangote qui a nourri des populations parce qu'il était un bon entrepreneur et qu'on avait compris sa mission. Que chacun laisse chacun à sa place et qu'on laisse les entrepreneurs faire ce qu'ils savent faire. Et aux politiques, je veux le dire comme ça, ayez confiance aux entrepreneurs locaux. Il n'est pas dit que parce que si on ne donne pas à un entrepreneur local sa chance et qu'à chaque fois il faut donner, quand on va dans les autres pays, rares sont les pays si vous n'avez pas fait vos preuves qui vous donnent leur marché. Quelqu'un ne peut pas se lever du jour au lendemain comme ça et puis avoir des marchés étatiques à hauteur de milliards pendant qu'on a un Gabonais qui est là depuis 10 ans, qui a fait ses preuves, qui fait travailler des Gabonais qui charbonnent, qui des fois même on le voit, vous voyez, moi je dis que c'est le système qui tue l'entrepreneur. C'est-à-dire que vous avez, et je le dis parce que je l'ai bien vécu il n'y a pas longtemps et Dieu merci qu'il y a quand même au sein des gouvernements des exceptions. Là vraiment je vais le dire, moi j'ai peut-être la grâce d'avoir connu... Là, je ne vais pas parler en termes de politique. Hein. J'ai eu peut-être la grâce de connaître le chef de l'État avant qu'il soit chef de l'État. Mais quand ça a été très difficile pour moi, je l'ai connu par le canal du travail. Il m'a donné la gestion de la salle de la garde républicaine qui m'a permis d'ailleurs avec son épouse de tenir quand c'était dur. Donc ça veut dire que s'il n'avait pas vu en moi, parce que moi, j'aurais jamais su un jour qu'il serait devenu président de la République. S'il n'avait pas cru en moi, je ne serais peut-être pas là devant vous, parce que quand ça a été dur, c'est la républicaine qui m'a permis de tenir. Donc, si les politiques pouvaient faire comme lui, de temps en temps, regarder l'entrepreneur gabonais à sa juste valeur et sortir de tout ce qu'il y a autour, en fait, vraiment sortir de tout ce qu'il y a autour. Il faut qu'on valorise les compétences, qu'on prenne des gens pour ce qu'ils sont. Et il faut donner à chaque Gabonais la chance. Personne n'est né expert. J'insiste. Personne n'est né le meilleur personne. La serial entrepreneur que je suis, pour que je sois reconnue serial entrepreneur, il a fallu que ce soit un autre pays qui m'offre un prix. C'est un peu triste. Et même quand vous recevez ce prix, limite on vous snob chez vous. On se dit, c'est peut-être quelque chose qu'elle a acheté. C'est triste. Et même quand vous demandez aux responsables, alors c'est choquant, la tutelle de venir vous présenter le prix. Il y a qu'au Gabon où je vois qu'un ministre, en fait, ce qu'on doit savoir, c'est que ministre, c'est un titre. À la fin, on reste des humains. Beaucoup de personnes ont été des ministres et à la fin, ils sont revenus nous retrouver, nous, en tant qu'entrepreneurs, pour les aider, en fait. Donc, il n'y a qu'au Gabon, en fait, où je vois, parce qu'on est devenu ministre, on ne peut plus répondre au téléphone, c'est triste. J'ai été à Abidjan, les ministres sont mes amis. Là, j'ai un prix que je dois avoir au Togo, la semaine prochaine. Oui. J'ai été à la COP 28 parce que je suis allée représenter le Togo. Alors que chez nous, on disait que c'était politique. Mais en fait, à la COP 28, je suis allée représenter le président du Togo en tant qu'entrepreneur africaine. Donc, ça veut dire que si, ici, on comprenait qu'il fallait justement regarder l'entrepreneur autrement, accompagner l'entrepreneur à sa juste valeur, croire au talent gabonais. Là, par exemple, je suis sur un marché,
Ça m'a vraiment fait très plaisir. Je dis d'ailleurs bravo. La réponse qu'on m'a donnée, vous savez pourquoi vous avez ce marché? J'ai répondu pourquoi, et pourtant il y avait des loups. On m'a dit c'est parce que vous êtes gabonaise et vous employez des Gabonais. Ça faisait longtemps que j'avais entendu ça, j'y croyais même plus. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire aux politiques, que les ministres en fait reçoivent les entrepreneurs. On n'a pas besoin en fait de mettre tous ces artifices qu'il y a autour en fait. Et laisser l'entrepreneuriat aux entrepreneurs. Et laisser l'entrepreneuriat. Ça j'insiste. Hein. Je veux même que ça soit relayé, que les politiques laissent l'entrepreneuriat aux entrepreneurs et surtout qu'ils fassent confiance aux entrepreneurs locaux. Nous arrivons petit à petit à la fin de notre entretien, malheureusement. Mais avant, malheureusement pour moi, j'ai envie de te garder plus longtemps. Mais avant, j'ai envie de profiter encore un petit peu de toute cette expérience et de ton parcours. Sur la base de cette expérience, quel est le conseil le plus dur que l'on t'ait donné, mais qui te sert aujourd'hui et qui t'aide à avancer? Le plus dur, hein? Le plus dur à entendre et à accepter. Alors, le plus dur à entendre, on m'a pas donné de conseils. J'ai vécu une expérience. J'ai vécu une expérience et ça m'a conseillé moi-même. Parce que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Tu nous la partages? Oui, c'était un politique. Je vais taire le nom par discrétion parce que j'y ai cru. J'ai dû investir toutes mes économies pour sa campagne à hauteur de 80 millions. Alors là, j'ai 36 ans, je vous parle de 2018. J'y ai cru. Je me suis dit, si ce politique réussit, les entrepreneurs vont y aller. Il m'a signé un chèque irrévocable. Il m'a dit merci de m'accompagner. Et puis dès qu'il a eu ce qu'il voulait, jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais répondu à mes appels. Et de là, en fait, ça a été ma plus grande leçon. En affaires, on ne met pas les émotions. En affaires, c'est les affaires. On ne met pas de sentiments en affaires. Si on décide de faire une ristourne, on fait une ristourne. Tant qu'on n'est pas payé ou tant qu'on n'a pas reçu les conditions qu'on s'est établies au préalable, ça ne sert à rien d'aller dans les émotions. Donc la plus grosse leçon dure, parce qu'en réalité, j'évite de me retrouver dans des situations où on doit me donner des leçons. C'était ce politique. Et ça également, je m'adresse aux politiques encore une fois de plus. Arrêtez de nous donner des leçons dures qui n'en valent pas la peine, parce qu'en réalité, on est toujours là pour vous accompagner. Et ça, je me suis juré que tout politique que je devrais accompagner devra, dans un premier temps, coucher sur écrit ce qu'on a, établir véritablement un vrai cahier de charges, et que même quand il a donné sa parole, parce qu'au final, j'ai compris que toutes les paroles ne sont pas vérité, justement, ça a été la leçon la plus dure, qu'au final, il devra d'abord payer, parce que moi, avoir des garanties solides. Parce que moi, j'ai des jeunes qui comptent sur moi, et c'est depuis ce jour que j'ai compris qu'en affaires et en politique, on ne mélange pas les choses. Le business, c'est pas les sentiments. Exactement. Grâce, ce podcast passe exactement dans la semaine de la femme. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Alors, quel est le message, en dernier mot, quel est le message que tu as adressé à toutes ces femmes, à toutes ces jeunes filles qui ont envie d'être entrepreneurs ou qui se disent que elles ne veulent plus dépendre d'eux et elles voudraient être un peu plus autonomes dans la vie, basée sur ton expérience? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors déjà, le dépendre d'eux englobe beaucoup, donc j'aimerais déjà savoir c'est dans quel sens. Mais si je devais donner des conseils, c'est comment c'est croire en toi. Parce qu'en réalité, si tu ne crois pas en toi, je ne vois pas qui va croire en toi. Et si tu ne te valorises pas, je ne vois pas qui va te valoriser. Il faut bien commencer quelque chose. On a le droit de tomber, on a le droit d'échouer, on a le droit de recommencer. Mais il faut déjà commencer pour qu'on puisse justement croire en toi. Ça, c'est le seul conseil que je peux donner. Et le 8 mars, c'est la célébration de la femme. C'est la célébration des droits des femmes. Je dis souvent aux femmes qui le célèbrent, mais est-ce que tu t'es même déjà offert un code, ne fût-ce qu'un code civil, pour comprendre c'est quoi tes droits? Donc j'aimerais dire à une femme, pour cette journée de la célébration de la femme, offre-toi le premier code de ta vie et comprends comment ça fonctionne. D'accord. C'est tout. Merci beaucoup, Grâce.
L'entrepreneuriat, on l'a vu avec Grace Manuela Ingouan, ce n'est pas seulement une question de chance ou d'accès aux ressources. C'est un chemin semé d'embûches, d'échecs, de doutes, mais aussi d'enseignements profonds. C'est un acte de foi envers soi-même, une bataille quotidienne contre les limites imposées par le système, les préjugés et parfois même ses propres peurs. Ce qui ressort de cette conversation, c'est que la réussite ne se mesure pas uniquement en chiffres ou en reconnaissance, elle se mesure en résilience, en capacité à se relever même après chaque chute et en détermination à rester fidèle à sa vision, même lorsque le monde entier semble en douter. Si vous êtes un jeune entrepreneur, une femme prête à briser les codes ou simplement quelqu'un qui cherche à laisser une trace, rappelez-vous que les plus grands changements commencent souvent dans l'ombre, loin, très loin des projecteurs. Et souvenez-vous, chaque idée, chaque action peut être le point de départ d'un changement durable. Merci d'avoir écouté cet épisode de Conversation avec. Retrouvez-le sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. À très bientôt pour un nouvel échange qui, je l'espère, vous inspirera à aller toujours plus loin. Au revoir.